Hi and welcome everyone to Cyber Bonjour, Sangha. bonjour à la Cyber Sangha. Je suis Alejandro Shaul et je suis l'organisateur de cet événement aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir Rinpoche ainsi que la docteure Yves Ekman et la docteure Elisa Kosasa. Nous avons fait un tel forum sur le thème du corps, un autre sur la respiration, chacun avec des invités différents, et maintenant nous sommes sur le sujet de l'esprit. Vous pouvez voir les autres sessions, les autres forums sur cybersangha.net ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'équilibre émotionnel lié à la méditation et les relations synergétiques. Je voulais d'abord vous présenter rapidement les intervenants. Il sera très intéressant de les voir interagir. Bien sûr, on n'a pas besoin de présenter Rinpoche sur ce forum, mais pour le dire rapidement, il est né en Inde de parents titibétains, il a été élevé en Inde dans un monastère où il a obtenu le titre de geshe. Il a pu aller se rendre au Tibet, puis ensuite il s'est installé en Occident et nous bénéficions de ses enseignements depuis pratiquement 30 ans maintenant. Et ce qui nous a amené aussi, c'est cette cybersangha, c'est-à-dire cette plateforme, c'est une vision qu'il a eue et il l'a fait bien avant le Covid. Il avait déjà cette vision de connecter par Internet tous les gens. Bien sûr, il voyageait auparavant, avant le Covid, dans les 35 centres qui se trouvent de par le monde, mais il a voulu réunir tout le monde et atteindre les différentes personnes par le biais d'Internet, et ce qui est merveilleux. C'est donc un honneur d'être ici sur cette plateforme Cybersangha tous ensemble. Nous avons avec nous la docteure Yves Ekman, qui a un master et un doctorat en sciences sociales. Elle dirige des programmes, différents programmes. C'est un merveilleux être humain, une grande pratiquante, et je suis très heureux de l'avoir ici. Et nous avons un docteur Elisa Kosaka qui est basée à São Paulo, au Brésil. Elle est aussi docteure. Elle travaille dans les neurosciences. Je la connais depuis longtemps, durant mes voyages au Brésil, mais aussi par le biais de nos recherches communes sur les sons tibétains que nous avons appliqués à différents hôpitaux, ici à Houston où je me trouve, mais où elle a appliqué aussi à São Paulo où elle vit. Elle est aussi un membre de la Maison du Tibet au Brésil. C'est donc un honneur de l'avoir ici. Bienvenue. Tout d'abord, je voulais laisser la parole à Rinpoche afin qu'il nous dise un petit peu son sentiment de la cybersangha et toutes les choses qui s'y déroulent. Merci beaucoup, Alex, pour cette introduction. Et moi aussi, j'accueille chaleureusement les docteurs Eve et Elisa. Nous sommes donc sur notre Facebook Live de la Cybersangha. Je voulais dire quelques mots parce que ces conversations que nous avons, ces forums que nous organisons chaque mois avec les scientifiques, nous le faisons chaque mois. Chaque pleine lune, nous organisons une session de méditation qui dure 24 heures sans interruption.
qui est organisée par les différentes sanghas, chacune leur tour de par le monde. Et nous avons commencé 2021 ainsi, avec le thème du corps. Parce que ce que nous avons, c'est notre corps, mais nous avons aussi notre parole et notre esprit. Notre corps, parole et esprit, c'est ce qui nous construit, ce qui nous constitue en tant qu'être humain, ce que nous sommes. Et ces trois niveaux, c'est ce qu'on appelle les trois portes, Gosum en tibétain. Elles peuvent être des portes d'entrée vers soi-même, vers un développement plus élevé, une réalisation de soi, ou malheureusement, elles peuvent être aussi des portes de sortie, c'est-à-dire des portes par lesquelles on se déconnecte des qualités et on va vers quelque chose de plus destructeur. C'est pourquoi on se focalise sur ces trois zones. Et ce mois-ci, nous sommes dans le thème de l'esprit. Et chaque mois, nous faisons donc un forum où on invite des scientifiques qui parlent du thème du mois et qui nous permettent de relier cela à la pratique. Cela signifie que vous devez savoir que vous pouvez toujours nous revoir nos vidéos sur cybersangha.net en anglais ou bien sur la chaîne YouTube Ligmincha France en français. Et Mariella va mettre sur le chat le lien Internet pour l'anglais. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je rends la parole donc à Alec. Allez, remercie aussi tous les gens qui ont permis de faire ce forum, Mariella, mais aussi Polly qui est la grande organisatrice, mais aussi Milos et Daniel au Texas. D'abord, Eve. Donc, à nouveau, bienvenue. Je voulais juste savoir comment tu es arrivé à ce travail que nous faisons actuellement. Merci. C'est vraiment un très grand plaisir et un honneur d'être ici. Je suis très joyeuse et heureuse. C'est un merveilleux groupe. Mon chemin n'a pas été celui d'une chercheuse, de quelqu'un qui recherchait en termes spirituels. Mais c'est surtout que je suis née dans le domaine parce que mon père est le professeur Ekman, très connu, qui a travaillé beaucoup sur les émotions telles qu'elles se traduisent sur le visage. Mais cela n'avait rien à voir avec moi. Moi, ce que je voulais, c'était plutôt aider les gens directement. Je voulais vraiment trouver des solutions pour gérer la souffrance là où elle était. Et mon travail était plutôt social. Je voulais travailler sur la souffrance et essayer de provoquer ou de trouver des moyens de mener à des transformations. Et j'ai aussi commencé à apprendre comment on peut travailler sur le corps face à la souffrance. Et j'ai vu comment on pouvait travailler avec la méditation dans les prisons, mais aussi dans les écoles, par exemple. Et j'ai vu ce dont les gens avaient le plus besoin lors de ces interventions. Et parallèlement, mon père, ainsi qu'Alan Wallace, à la demande du Dalai Lama, avait créé un programme sur l'équilibre émotionnel. Et ceci m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé que c'était une idée fantastique. Donc, et c'est là que j'ai commencé à suivre le chemin de mon père. Donc, je me suis retrouvée moi-même à enseigner en très peu de temps. Et Elisa était une de mes premières pratiquantes. Et avec mon père, nous avons essayé de construire un programme. Nous étions tous les jours au téléphone. Et c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ainsi que je voulais traduire la compassion. Et c'est ainsi que je suis là. Merci. Donc, Aledi, je suis très content que vous soyez là.
Et vous, Elisa, dites-nous aussi quel est votre parcours et quel est le lien et comment vous avez rencontré Eve. Donc, moi, je viens d'une culture japonaise. Donc, moi, j'étais extrêmement anxieuse et hyperactive en tant qu'enfant. Et ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai fait beaucoup de Aikido. C'est-à-dire, je ressentais mon corps. J'ai commencé à apprendre des méditations. Quand j'étais adolescente, j'ai pratiqué de plus en plus la méditation. Je suis allée dans des centres bouddhistes. J'ai essayé d'apprendre de plus en plus ce qui fonctionnait pour moi et je me disais que ce qui fonctionne pour moi peut aider les autres. J'ai fait donc un master en biologie et puis j'ai fait un doctorat en psychobiologie. Dans mon doctorat, j'ai travaillé sur l'effet de la médication sur l'anxiété et les symptômes de la dépression. C'est donc ce que j'ai mené dans ma carrière scientifique. Parallèlement, j'ai fait partie de plusieurs programmes de méditation que j'ai suivis. Ce que je voulais, c'était apprendre de quelqu'un qui avait vraiment des connaissances profondes du sujet. Je connaissais Alan Wallace, Paul Ekman, et c'est ainsi que j'ai connu sa fille Eve. Et j'ai entendu parler de ce programme sur l'équilibre émotionnel suscité par le Dalai Lama. Et donc, j'ai eu ma première expérience d'abord avec Eve. Nous avons eu l'occasion de parler et nous avons beaucoup en commun. Par exemple, on adore faire du surf toutes les deux. Great, thank you. Yeah, that is great too, right? I mean, it's also another aspect. C'est intéressant. C'est aussi un autre aspect du corps, de la parole et de l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas seulement dans la tête, mais il est lié à nos émotions et au reste. Il y a l'esprit tel qu'on le décrit en Orient, qui est l'esprit-cœur, le cœur-esprit. Je voulais ouvrir le thème des émotions. Vous savez ce qu'on appelle les émotions destructrices. Eve, dans votre travail ou dans celui de votre père ou de Alan Wallace, parlons de ce thème, les émotions destructives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez de ce thème? Je pense qu'il est très important d'avoir une définition des émotions du point de vue psychologique et de voir quelles sont les différences avec le point de vue bouddhiste. Parce que les deux vues sont très intéressantes et nous donnent des points de vue différents du phénomène. Comme chacun le sait, les émotions, elles sont fondamentales à notre vie. Elles sont derrière les décisions, les actions. Les émotions nous relient à nos proches. Les émotions peuvent nous amener aussi des choses très difficiles, de la honte par exemple. Oh, je ne peux pas croire que j'ai fait ça, que j'ai dit ça. Les émotions, c'est la manière dont nous relions au monde et à nous-mêmes. Comme vous l'avez dit, les émotions ne concernent pas seulement la tête, mais tout le corps et tout notre système nerveux autonome.
Et il y a ces émotions, il y a donc les traits, il y a les émotions que l'on met sur notre visage, les émotions faciales. C'est notre manière de nous relier aux autres. Chacune de ces émotions a une signature physiologique. Notre corps répond aux occasions ou aux difficultés du monde. Il y a des émotions qu'on appelle constructives, destructrices, mais souvent on dit elles sont agréables ou désagréables. Quand on utilise ces termes, on dit qu'est-ce qu'on ressent? Oui, bien sûr, quand on est jaloux, quand on est en colère, quand on a peur de l'attention, ce n'est pas agréable. Mais quand on se sent bien, quand on se sent soulagé, alors là, c'est très agréable. Il y a donc ces nuances. Ces nuances qui sont le fruit d'observations scientifiques. Et le Dalai Lama voulait que l'on travaille sur ces nuances. Il n'y a pas seulement se sentir bien ou pas bien. Il y a toutes ces nuances parce que les émotions sont des énergies. Des énergies qui peuvent aider, qui peuvent contribuer à notre bien-être, ou alors des émotions qui peuvent être destructrices ou qui peuvent nous mettre dans l'erreur et qui deviennent complètement destructrices, nous font du mal. La manière occidentale de voir les émotions, c'est surtout comment elles se traduisent en actes. Par exemple, je suis en colère et je proteste, ou bien est-ce que quand je suis en colère, je rumine et je bois de l'alcool tout seul? Mais d'un point de vue de la méditation, on ne s'occupe pas seulement de la manière dont on agit. On travaille aussi sur l'essence de l'émotion. Est-ce que je peux juste l'identifier, cette émotion? Et cela peut changer vraiment la manière dont on voit le monde. Je pourrais en parler pendant des heures et des jours, mais parce que c'est vraiment un de mes thèmes préférés. Avant de passer à Elisa, je reviens à Rinpoche. Vous parliez de la différence des émotions telles qu'elles sont perçues de la manière asiatique ou de la manière occidentale. Est-ce que vous voulez parler de cet aspect-là? Votre micro est coupé. Comme nous l'avons dit avant que nous soyons en direct, j'ai grandi dans un monastère et notre éducation nous parlait des émotions perturbatrices. C'est l'aspect négatif des émotions. Et l'idée était de se débarrasser de ces émotions perturbatrices pour atteindre l'éveil. C'était une espèce de base, de cadre de notre éducation. Et c'est ainsi qu'on a appris les choses. Mais on n'insistait pas tellement, pas assez certainement, sur le fait que ce qu'on appelait les 5 poisons pouvait avoir des aspects positifs. C'est un point de vue tantrique. Il y a toujours cette idée dans les tantras que les émotions doivent être transformées en remède, en quelque chose de positif. Parce qu'on voit plutôt les émotions souvent d'une manière négative. Il est important, comme Yves l'a dit, comment est-ce qu'on neutralise les émotions? Comment est-ce qu'elles deviennent constructives au lieu d'être destructives? Parce que les émotions font partie de notre vie, elles sont absolument nécessaires, on en a besoin. Pour faire quelque chose, pour être en relation, pour accomplir quelque chose, même pour aller en retraite, même dans une retraite, nous avons besoin des émotions. Mais en Occident, parfois, je pense qu'il y a trop d'attachement aux émotions.
Et car ultimement, les émotions doivent être transformées. On doit s'en libérer, ultimement. Je ne pense pas qu'une approche est meilleure qu'une autre. Les deux approches ont des bienfaits, ce sont deux visions. Et nous avons besoin de savoir où nous êtes dans notre vie par rapport à ces émotions. Thank you. Elisa, you mentioned that coming from this Japanese background and you were kind of a rambunctious Elisa, vous nous avez dit que comme vous veniez d'une culture japonaise, vous étiez un peu agité étant enfant et vous aviez besoin de vous calmer. Vous cherchiez comment vous calmer. Et vous avez dit que la pratique de la méditation vous a aidé à cet équilibre émotionnel. Peut-être vous pouvez nous parler de ces aspects personnels et comment vous avez combiné ça avec votre recherche scientifique. Pour rebondir sur ce que Rinpoche a dit, dans la conception asiatique, parfois on néglige les émotions. Ou même on essaie de les réprimer. Et en particulier dans la culture japonaise. Il n'est pas du tout valorisé de s'exprimer, d'exprimer les émotions. Mais il y a quelque chose que j'ai appris de mon expérience, mais aussi en lisant beaucoup d'articles scientifiques. Ce qui est le plus destructif avec les émotions, c'est de ne pas en être conscient, ou de les négliger, ou de les réprimer. J'ai vu que parfois, dans certaines entreprises ou dans certaines organisations, on commence à parler de cela, de la santé mentale. On commence à considérer la santé mentale comme quelque chose d'important. Dans ce type d'entreprise, on s'est rendu compte que quand les gens ne peuvent pas exprimer, montrer leurs émotions, le fait qu'ils se sentent mal, ils ne peuvent pas demander d'aide, qu'ils ont besoin d'aide psychologique, ou au moins qu'ils ont besoin de, je ne sais pas, par exemple, recevoir une accolade d'un ami ou d'un collègue dans leur environnement professionnel. Donc, il est important de reconnaître les émotions, de reconnaître ce qui se passe. Et je pense que cette crise de la santé mentale que nous vivons en ce moment avec la COVID vient du fait qu'on a négligé les émotions. Merci. Bien sûr, durant le COVID, tout ceci est ressorti, il y a une sorte d'explosion. Les émotions nous ont explosé à la figure en quelque sorte, en particulier en Occident, où les émotions ont été complètement réprimées. Et quand la pression monte, alors cela explose. Alors effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises, d'organisations qui font ce travail. Ève, je sais que tu fais ce type de travail. Comment ce type de travail te permet d'obtenir peut-être un meilleur équilibre émotionnel dans une entreprise, par exemple? C'est une très bonne question. Et ce qu'a dit Elisa est extrêmement important. Si nous n'avons pas une relation saine ou une maturité avec nos émotions, et cela vient souvent de la culture, ça vient peut-être de notre culture familiale ou de notre ville ou de ce qu'on voit à la télé, aux infos. On reçoit tous ces messages explicites ou implicites
qui nous disent quelles émotions sont acceptables ou pas acceptables par la société. Par exemple, en tant que femme, est-ce que je peux exprimer la colère ou est-il plus acceptable que j'exprime la tristesse? Et ceci, en quelque sorte, forme notre expérience. Et il y a, dans certaines recherches, on parle d'aliénation. D'aliénation. Parce qu'on amplifie les émotions qui sont positives et on réprime complètement celles qui sont considérées comme non acceptables. Il y a donc une aliénation, on ne sait plus qui l'on est. Ceci est montré par différentes recherches. Non seulement nous avons un sentiment d'aliénation, mais ceci est très mauvais pour notre santé, notre bien-être. Parce que nous avons beaucoup plus d'expériences dans le corps. Il y a beaucoup plus d'hormones, du cortisol, les hormones du stress, par exemple, qui sont libérées quand nous essayons de réprimer nos émotions. Et quand on essaie toujours de réprimer ces émotions, ça crée vraiment des nœuds. Un sentiment de déprime, d'isolement. Et ceci peut exploser. Mais nous n'avons pas forcément besoin d'une entreprise pour exprimer nos émotions. On n'a pas besoin non plus de montrer tout le temps nos émotions. On n'a pas besoin d'être complètement transparent et ouvert. Ce qui est le plus important, c'est la conscience. Mais les gens ne sont pas contents quand je donne cette réponse. Quand je vais voir des grandes sociétés comme Facebook, Apple, que je vais dans des grands hôpitaux et qu'on me dit « Que dois-je faire quand je suis en colère ?» Et je leur dis « Ce qui est important, c'est d'avoir une conscience des émotions. » Mais ça ne les satisfait pas. Mais je ne peux pas vous dire « Faites ceci ou cela quand vous êtes en colère » parce que chacun a un contexte différent. Peut-être que vous êtes en colère et que la raison de votre colère est très ancienne. Ou peut-être que vous êtes en colère parce qu'il y a une injustice. Il y a des réponses tellement différentes pour chacun et selon les moments. Donc, on ne peut pas donner une formule toute faite des réponses à donner à nos émotions destructrices. Par contre, on peut essayer d'avoir une conscience et ensuite nous avons le choix. Parce que souvent, on répond en une microseconde à nos émotions. Et construire cette conscience, la bâtir, la cultiver est très difficile, cela prend du temps. Mais c'est très intéressant de voir comment on peut répondre à notre monde, comment on se sent relié aux autres, plutôt que de réprimer nos émotions, de les nier et d'avoir des conséquences physiques très importantes. Merci. Rinpoche, vous qui avez été élevé dans un monastère, il y a une chose importante, on sait que dans un monastère, on prend des vœux, les moines prennent des vœux, c'est une manière de canaliser toutes ces émotions. Est-ce que vous voulez en parler? Je pensais à ce que disait Eve. Dans un monastère, est-ce qu'on réprime les émotions dans un monastère? Je me posais la question. C'est une très bonne question. Parce que ça dépend de la définition de supprimer ou réprimer, parce que ça semble douloureux, ça semble une espèce d'oppression. Quelque chose que vous faites consciemment, avec votre conscience, avec votre force, avec votre discipline. Quand vous prenez des décisions, je ne vais plus boire, par exemple, je ne vais plus fumer. Et là, d'une certaine manière, bien sûr, là, vous réprimez peut-être votre besoin d'alcool ou de fumer.
Mais vous prenez aussi une force, vous tirez une force de cet engagement et vous changez votre horloge biologique. Dans le Vinaya, c'est la discipline des moines. Mais dans la tradition Dzogchen, l'approche est complètement différente. Je pense ainsi, et j'ai toujours enseigné avec cette voie du Dzogchen. Ce que je ressens, c'est que l'espace et la conscience sont les choses les plus importantes. Parce qu'il s'agit d'accueillir l'émotion et de la gérer et de la guider. Et pour être plus constructif, accueillir l'émotion, l'héberger. On ne dit pas l'émotion est bonne ou est mauvaise. Parce que ce n'est pas une bonne manière d'accueillir les gens. Quand vous invitez les gens chez vous, vous dites pas celui-ci est mauvais, celui-ci est bon, mais je vous invite à souper. Vous traitez de manière égale tous les autres. Et de la même manière, vous devez accueillir les émotions positives ou négatives comme des hôtes purs, des invités purs. Vous leur donnez de l'attention, de la conscience, vous leur parlez, vous les écoutez, vous les comprenez, et ensuite vous les guidez. Et quelle que soit l'émotion, et alors elles deviennent constructives, quelle qu'elle soit au départ. Cet espace qui vous permet d'accueillir et la conscience, c'est les deux choses les plus fondamentales. Très bien. Et ceci nous ramène au rôle de la conscience. Nous sommes dans ce panel de l'esprit et la conscience, c'est ce qui nous permet de guider les émotions, même pour ce qui est des vœux. Il n'y a pas seulement un sentiment de suppression, l'idée plutôt d'être vigilant, d'avoir une limite avec une conscience. Elisa, je sais que vous vous êtes beaucoup intéressé à la psychologie des émotions et comment cela peut aider la méditation, comment cela peut aider à obtenir un équilibre émotionnel. Parce que souvent, en Occident, on dit « je médite et je vais devenir très équilibré ». Mais on sait tous que cela ne fonctionne pas ainsi. Est-ce que vous voulez nous parler de ce point de vue psychologique des émotions? Bien sûr, la méditation, la pratique nous permettent d'être conscients des émotions. Mais il y a des tas de stratégies. Comment gérer ces émotions? Quand nous sommes conscients, la méditation peut nous aider. Et nous percevons qu'il y a un énorme espace entre le fait de faire grossir les émotions ou de les réprimer. Et ça, c'est la gestion des émotions. Il y a de nombreuses pratiques occidentales, qui viennent de la psychologie. Par exemple, le comportemental, la psychologie comportementale. Il y a des programmes, des techniques qui nous permettent d'équilibrer les émotions. Ceci peut venir de l'aspect la plus éveillé jusqu'à l'aspect le plus basique de l'émotion. On peut vraiment combiner ces connaissances qui viennent de la psychologie occidentale pour vraiment profiter au bien-être des êtres humains. Et Ève, je sais que
Tu as mentionné ton père qui travaillait avec Alan Wallace sous l'égide du Dalai Lama. Comment pouvons-nous faire pour transformer cette énergie des émotions et la rendre constructive? Une des émotions qui est revenue souvent lors de ces rencontres a été la colère. Parce que l'idée, c'est pas seulement d'entendre des idées abstraites, mais aussi savoir comment faire au quotidien. Je vous donne un exemple. Ceci se passe dans tous les pays où je suis allée. Il y a une vaisselle sale dans l'évier. C'est vraiment quelque chose de très basique. Il y a cette vaisselle sale dans l'évier. Et notre relation à cette lessive, je vais à la cuisine et je vois qu'il y a cette vaisselle qui n'est pas faite. Moi, j'avais nettoyé hier, mais quelqu'un l'a laissé ainsi. Et vous entendez cette voix. Quand on travaille avec nos émotions, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec ce qui est concret, avec notre spécificité. On remarque que par tous nos sens, cela se passe. Je pense à cette vaisselle sale et je ressens de la frustration là dans mon front. Peut-être que mes mâchoires se tendent, peut-être que je ressens de la chaleur dans la poitrine. Et alors, on apprend à ressentir ces sensations du corps. Je m'approche de l'évier et oulala, je suis en colère. Je suis dans l'expérience de la colère. Comme l'a dit Elisa, on peut utiliser une espèce d'échelle temporelle. On peut se dire, mais qu'est-ce qui m'a rendu si en colère? Est-ce que c'est vraiment la vaisselle ou c'est toute mon histoire liée à la vaisselle? Est-ce que c'est le fait que mes colocataires ne me respectent pas? Parce que ils laissent toujours, entre guillemets, cette vaisselle. Ou alors, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans le monde qui nous met en colère, mais c'est notre histoire. Et ceci peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre, disons, une vie d'apprendre comment appréhender cela, ces différentes étapes. Et la science moderne est capable de percevoir un petit peu de ce moment où justement on se rattache à son histoire. Ça peut nous aider à voir ce qu'est la perception. Comment est-ce qu'on s'identifie? Au lieu de se dire c'est juste une vaisselle sale, mais au contraire, on se retourne et on s'attaque à la personne avec qui on vit et peut-être qu'on va le regretter plus tard. Et là, on essaie de remonter à la graine, à la racine des émotions et comment ceci nous pousse à agir. Et on peut être là, on peut être avec Rinpoche, avec n'importe qui, et continuer à être en colère à cause de cette vaisselle. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est sous-jacent à cette histoire. Quand on pense au Dalai Lama, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotions. Il a beaucoup d'émotions. Mais il n'est pas dans la saisie. Il n'est pas frustré. Il ne continue pas à être frustré pendant des jours. Au niveau physiologique, on sait que les émotions durent peut-être 2 minutes. On pense que ces émotions, c'est une immense histoire et qui dure des jours. Mais en fait, c'est notre esprit qui redéclenche cela. Parce que sous-jacent, il y a toujours cette vaisselle sale. C'est un exemple très simple, mais je pense qu'il est parlant. Merci. C'est un exemple très utile. Il y a cette saisie, vous avez parlé de cette saisie. Dans la tradition tibétaine,
C'est un des attachements principaux, une des saisies, une des émotions les plus destructrices. Rinpoche, vous avez aussi parlé et vous avez écrit à ce sujet. Comment est-ce qu'on fait toutes ces histoires et comment est-ce qu'on est pris, accroché par ces histoires, prisonnier, même si physiologiquement, elles ne durent qu'une ou 2 minutes, mais peut-être qu'on peut garder cette histoire dans notre tête toute notre vie. Merci Eve. C'était une très bonne histoire, une très bonne anecdote. Je vois vraiment de quoi vous parlez avec la vaisselle dans l'évier. Je peux vous parler de ça, de la vaisselle chez moi. Je vis dans une famille avec ma femme et mon garçon adolescent. Donc, mon épouse travaillait beaucoup, faisait beaucoup de choses. Et maintenant que, au milieu de cette épidémie, moi, j'essaie de faire plus à la maison. Ce n'est pas vraiment que j'aime faire la vaisselle. Ça me dérange pas. Mais surtout quand je le fais, je sais que j'aide quelqu'un, que je sais que mon épouse et mon fils seront contents. Donc, mon intention, c'est de rendre quelqu'un d'autre heureux. Ce n'est pas que j'aime tellement ça. On a la vaisselle, on a le fait de laver la vaisselle et nous avons une histoire autour du fait de laver la vaisselle. Nous avons nos perceptions et nous avons aussi la perception du soi, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, qui crée l'histoire. Ce n'est pas tellement l'histoire qui compte, mais c'est plutôt celui qui la crée. Et c'est l'identité douloureuse. Moi, il ne me respecte pas. Le je qui n'est pas respecté. Ou ce je qui veut apprendre à mon fils adolescent à laver la vaisselle. Pourquoi me laisse-t-il la vaisselle à faire? C'est la perception du soi. Ceci a une énorme importance et c'est ce qui nous fait créer toutes ces histoires, etc., etc. Au final, quand on pense à une montagne, par exemple, on sait, il y a des expériences qui ont été faites, on sait que quand on a un gros sac, on a l'impression que la montagne est beaucoup plus haute. Quand on a un sac plus léger, on a l'impression que la montagne est moins haute. La perception change selon le poids du sac. Et ceci a été démontré en science. Et moi, j'ai toujours pensé, ce n'est pas le sac, c'est plutôt notre perception du sac. Si on a une mauvaise relation avec le sac, c'est ça le problème. C'est pas le sac le problème, c'est le moi qui a un problème avec le sac, son poids et la montagne. C'est toujours je le problème. Et c'est pourquoi on doit être conscient de soi. Elisa, I was wondering what would be your example of the dishes? Et Elisa, quel serait votre exemple à vous similaire à la vaisselle dans l'évier? Vous auriez envie de partager avec nous? Alors que Rinpoche parlait, cela m'a rappelé une anecdote. La fin d'une des premières retraites de méditation que j'ai faites. Et tout d'un coup, je vois le Guruji en train de nettoyer le sol. Et je lui ai dit, mais Guruji, il y a des personnes pour faire le ménage qui vont tout nettoyer à la fin de la retraite. Et vous n'avez pas besoin de le faire. Et il a dit, mais j'avais le temps de le faire. Donc, après la fin de la retraite, il a dit, j'ai le temps, et il nettoyait, il récurait le sol. Et ceci date de 25 ans en arrière, mais je m'en souviens vraiment. Ça a été une leçon très importante pour moi.
Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est là pour faire les choses qu'on doit lui laisser la saleté ou le travail à faire. Pourquoi moi je ne peux pas aider? Je pense que si nous pensons à cela, si nous pensons aux bienfaits, aux bénéfices de nos actions, cela va changer notre manière de voir le monde. Beautiful, beautiful. And so exactly it's like Magnifique. Rinpoche was saying when he was doing the dishes and with this Guruji C'est cleaning the exactement floor. And of ce course, que it's disait these, Rinpoche kinds of avec son metaphors, exemple et right? avec ce These Guruji qui traditions where récurait le as you sol. wash the dishes or as you Il y a ces clean the traditions floor, sweep the floor, you're asiatiques also qui disent que quand on nettoie sweeping your mind. la vaisselle ou le sol, Whether it's your en mind quelque or your sorte, on eyes or purifie son your esprit, son mind, corps, breath, body, contingent. le corps, So these are la practices. respiration ou So l'esprit. in a way, in terms of C'est une pratique en something soi. practical for our viewers, don't let Je pense que ce sont you des have an exemples pratiques opportunity très of intéressants washing the pour ceux qui dishes nous or cleaning regardent. the floor. Donc, ne perdez pas l'occasion de faire la You're vaisselle ou de benefiting both récurer le sol, yourself and others. parce que ceci So va I apporter wanted du to bienfait à autrui et à change vous-même. gears a little bit. And I know something that À you présent, and je veux I changer un tout petit peu de discussed long time ago direction. to Eve again. And this idea of Nous avons parlé de spiritual cela avant de materialism and spiritual commencer. bypass. Nous avons parlé du And the matérialisme methods of really getting spirituel. to that and how many times as we get into these Parce practices, que we fall souvent, quand on fait ces to pratiques, those. You wanna on talk va more vers about le that? matérialisme spirituel. Et j'aurais bien voulu que nous parlions de cela. Ève. Oui, je pense que ça revient à ce que Rinpoche et Lisa ont dit. On peut très bien détourner ces pratiques spirituelles. On peut les utiliser en quelque sorte et on peut recouvrir nos émotions. Et ceci peut venir du fait qu'on n'a pas une intention ou une motivation suffisante ou une intention assez claire. Quand on parle de la psychologie évolutive, on part de l'idée qu'on est fait pour être bon. Notre nature profonde est la gentillesse. Et il y a beaucoup de preuves scientifiques de ce sentiment, de ce qu'on appelle Savantabhadra, la bonté originelle. Mathieu Ricard dit qu'il suffit de nettoyer la poussière qui est sur l'or de notre cœur. Et ainsi, notre pratique va nous permettre d'aider soi-même et les autres. Mais on a amené le bouddhisme dans le monde capitaliste. Et parfois, les pratiques sont vendues. Vous allez mieux dormir, vous aurez moins de stress. Et c'est ainsi qu'on les vend. Et comme scientifique, on veut que les preuves qu'on apportent du bienfait aux gens et qu'elles soient appliquées. Mais parfois, on oublie ce que c'est qu'avoir la motivation. Nous courons le risque que les gens soient encore plus tournés vers eux-mêmes, centrés seulement sur leur bien-être, et qu'ils oublient complètement la compréhension, le fait qu'on est relié à tous. Et là, il y a une tension, une contradiction entre le capitalisme et la spiritualité. Parfois, je me réveille et je me dis, est-ce que je ne contribue pas à cela, à aider qu'une seule personne se sente mieux et pas tout le monde? Et c'est ce que disait Elisa, comment faire pour cultiver cette motivation et l'intention pure? J'ai pensé à cela, Elisa.
Quand on conçoit des programmes de recherche, des sujets de recherche scientifique, on cherche des sponsors, on cherche du financement. Et bien sûr, on doit vendre nos recherches, nos projets de recherche. Alors, on le fait par exemple pour le programme que nous avons fait en commun, on va dire ça va améliorer les capacités cognitives. On veut faire ceci ou cela pour aider. Ça a des bienfaits, mais en même temps, en fait, on écrit tout ça, on crée tout ça pour vendre en quelque sorte nos projets. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus, Elisa? I think that when we try to sell to the sponsor, je pense que quand on essaie de promouvoir nos projets auprès des sponsors pour des financements, ce qu'on essaie de dire, c'est que cela va apporter un bienfait à des patients, que ça aidera des gens au bout. Je pense que la science fait partie du processus, tout comme ce forum que nous tenons actuellement. Dans ce type de conversation, ceci aide à ouvrir l'esprit, ceci complète ce que nous faisons en science. Tout comme quand vous allez dans un temple bouddhiste, vous allez apprendre les pratiques et c'est une autre partie de cette énorme connaissance qui est derrière tout. C'est ainsi que je vois les choses. C'est très beau et je sais que le Dalai Lama l'a dit que les sciences et la spiritualité nous aident à étendre nos connaissances et notre sagesse. Rinpoche, on parlait de cette conscience fondamentale dont même la science parle. Ce qu'on appelle Samantabhadra, Kuntu Sampo, peu importe. Comment vous, qui avez été élevé dans ces pratiques depuis tout jeune, comment avez-vous été intéressé par la science? Comment cela vit en vous, en quelque sorte? Je pense que la question initiale est le matérialisme spirituel et le détournement. Et nous avons un corps, nous avons un cœur et l'aspect le plus élevé de nous-mêmes. On ne peut pas ignorer notre corps. En disant « je cultive mon cœur », je cultive ma compassion et ignorer votre corps en même temps, ce n'est pas possible. Enfin, vous pouvez le faire, certaines personnes le font, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce qu'alors, ça peut vous amener à être malade, par exemple. Ou vous ne pouvez pas faire comme on fait en Californie, par exemple. Il y a tous ces centres de yoga qui ne sont plus que du fitness. On cultive les muscles, on se regarde dans le miroir. On essaie de se trouver soi-même dans le miroir, mais on ne trouve que nos muscles, on ne se trouve pas soi-même. Il n'est pas bon d'aller dans cette direction non plus. Dans le chemin spirituel, cela peut arriver que l'on fasse ces choses. On peut s'ouvrir. On peut chercher un chemin, aller vers un développement plus profond, spirituel. Chercher une religion, une tradition. Parfois, on écoute les enseignements, on les pratique. Mais ils font les choses comme s'ils signaient un contrat avec une entreprise. Et à la fin, vous êtes en burn-out, vous vous sentez mal, et puis c'est une mauvaise expérience.
Mais d'un autre côté, nous avons des émotions plus profondes. On peut avoir peur de perdre quelqu'un, par exemple. C'est quelque chose de réel. Si vous êtes en colère contre quelqu'un qui ne remplit pas vos attentes, c'est une émotion. Si vous n'avez pas une bonne relation intime avec ces émotions, c'est difficile. Il est bon d'avoir c'est très très important de reconnaître les émotions, la colère. Et ça ne veut pas dire supprimer, ça ne veut pas dire créer une histoire. Et dire, oh là, je ne veux pas en parler, allez, on va méditer, on va plus y penser. Quand on fait ça, vous ne reconnaissez pas l'émotion. Vous devez la ressentir, la reconnaître. Elle doit s'exprimer. Dans une bonne relation, les gens doivent être capables de s'exprimer, d'exprimer des frustrations les uns avec les autres. C'est une bonne relation. Parce que quand tout est couvert, réprimé, caché, qu'on a d'autres histoires, alors il n'y a pas de lien. Parfois, en Asie, où j'ai été élevée, je connais cet aspect. On ne gère pas assez nos émotions, ou pas assez bien. Par contre, en Occident, moi j'ai l'impression, par contre, qu'on parle vraiment trop de ces émotions, que l'on parle d'une même émotion pendant 20 ans en thérapie. Alors imaginez les 84 000 émotions perturbatrices. Je pense qu'il doit y avoir un équilibre, pas détourner les émotions, pas détourner la pratique, pas être dans le matérialisme. Et c'est cette relation synergétique entre les émotions, l'équilibre émotionnel et la méditation. Nous arrivons petit à petit à la fin, mais avant de terminer, je voulais vous demander s'il y a quelque chose que vous vouliez apporter ici, Ève. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux amener ici, que nous n'avons pas évoqué? Il y a tellement de nouvelles idées. Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est vous expliquer ce que j'ai appris des pratiques de Rinpoche et que Ale pratique aussi, et du lien avec les émotions. Vous pouvez trouver cette description des émotions du point de vue de la psychologie sur des atlas des émotions qui se trouvent en ligne, si jamais. Comme l'a dit Rinpoche, comment travailler avec ce corps de douleur? On a une planète qui a vraiment besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on s'occupe de ce sentiment d'appartenance, de l'écologie. Et pour moi, il y a une expérience qui m'a beaucoup transformée, c'est le fait de me relier aux éléments. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié cette année. J'étais extrêmement enracinée, mais c'était pas un bon enracinement. Et j'ai travaillé beaucoup avec les éléments et ceci m'a apporté beaucoup de transformation. Parce que plus je me suis souciée des éléments, plus je me suis reliée aux éléments, plus j'étais liée au destin de la planète. Et c'est quelque chose que je voulais partager mon appréciation de cette pratique. Maintenant, Elisa. You're muted. Okay. Yeah. Votre micro est éteint. I think that after destructive emotion episode, the most important question is, la chose la plus importante, quand on a vécu une émotion vraiment perturbatrice, destructive, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Comment vais-je m'améliorer? Parce que les émotions nous aident à apprendre, à
apprendre de nouvelles manières d'être dans ce monde complexe. Et là, j'ai une question à Rinpoche qui arrive dans le chat. C'est un parfait timing. Comment ces pratiques de méditation peuvent nous aider à nous relier à l'espace, à la conscience? Comment l'espace et la conscience nous aident à expérimenter les émotions? C'est une très très belle question. Je vais me relier à ce qu'a dit Elissa. La question, c'est toujours de savoir comment je vais faire pour m'améliorer pour la prochaine fois. Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que je fais toujours de faux à chaque fois? Même si je planifie de faire les choses bien, je répète toujours la même erreur. C'est une question très importante. C'est relié à la question d'Alain. Quand Alain me demande qu'est-ce que vous voulez dire, Rinpoche, pour terminer, et c'est toujours la même chose que je vais dire, toujours la même chose. C'est l'espace et la conscience, ce sont les seules choses. Il y aura toujours cette notion d'espace et de conscience. Les actions sont différentes, mais la base est toujours la même. L'espace et la conscience, c'est pour ça qu'on les appelle Kunshi, la base, la fondation. Pour tous, pour chacun de nous, c'est quelque chose que l'on doit toujours ramener à son esprit, toujours garder le lien avec l'espace. Donner de l'espace, le ressentir, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est l'espace. Le plus grand cadeau qu'on peut faire à l'autre est l'espace. Donnez-vous, donnez aux autres ce cadeau tout le temps. Et en particulier quand des émotions perturbatrices arrivent. Quand vous êtes perdu, frustré, en colère, quand vous avez peur, donnez de l'espace. C'est OK. Vous pouvez ressentir cela. Donnez de l'espace à cette émotion. Et donnez du soin, de la sollicitude, de l'attention à l'émotion. Et alors, elle va se dissoudre par elle-même. Parce que les émotions se dissolvent. Elles n'ont pas besoin d'aide. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est les maintenir. Mais ce n'est pas une bonne chose. Donc, laissez-les juste respirer en leur donnant de l'espace et de la conscience. Je n'ai rien de plus à dire, c'est quelque chose que je dis depuis toujours et je vais continuer à le dire encore. Merveilleux. Merci à chacune et chacun. Merci beaucoup d'avoir eu cette réunion. C'était une joie d'être capable de faire ceci ensemble. Merci beaucoup à Rinpoche, à Elissa, à Eve. Et on se réjouit de se revoir peut-être un jour en personne. Mais en attendant d'être ensemble dans le même espace sur la Cybersangha. Merci à tous. Merci.